Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au premier rang, on a déjà commencé un peu le débat. Mais avec quelques personnes, on va essayer d'avoir le débat entre nous tous. Donc moi, je suis Marie-Sophie Noki-Clavry. Je suis la directrice générale du MEDEF Paris. Je pense que vous connaissez tous le MEDEF et le MEDEF Paris, mais quelques chiffres, c'est toujours parlant. Le MEDEF Paris représente 10 000 entreprises et 600 000 salariés. Et dans toute la France, le MEDEF représente 200 000 entreprises et plus de 10 millions de salariés. Alors pourquoi le MEDEF Paris d'abord est partenaire du CIMI et pourquoi est-ce qu'on organise ce soir cette conférence? Parce qu'en fait, on a vraiment la conviction, mais je pense que vous aussi, que les entreprises sont au cœur des villes. Elles sont extrêmement importantes aux villes et encore plus quand ce sont des villes capitales. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu organiser ce débat, alors qu'on a appelé Municipal 2026, parce que c'est la prochaine grande échéance. Je pense que ça n'aura échappé à personne. Et Haro sur le bureau. En fait, l'idée, c'est quelle est la place des entreprises dans une ville capitale comme Paris et quelle est la place pour l'emploi dans une ville comme Paris. Et donc, on a hâte d'avoir effectivement la position des élus qui ont accepté de venir dialoguer. Et donc, je vais demander à Jacques Baudrier, par ordre alphabétique, de venir nous rejoindre. Merci d'être là. On ne vous présente pas, mais donc vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. C'est ça, j'ai rien oublié. Ensuite, Geoffroy Boulard. Geoffroy, il faut que tu sois à toi, attention. Qui est maire du 17e et coprésident du groupe Union Capitale. Emmanuel Grégoire, également, donc député de Paris, conseiller de Paris, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci Emmanuel. Fatoumata Koné, conseillère de Paris, présidente du groupe écologiste de Paris. Et Valérie Mentandon, qui est conseillère de Paris, Changer Paris. Donc vraiment à nouveau, merci à tous les 5 d'être là ce soir. Et puis pour animer ce débat qu'on va avoir un peu en 2 étapes. Une première étape peut-être pour revenir sur le fameux plan local d'urbanisme bioclimatique qui vient d'être voté. Quel est son impact sur les entreprises? Et puis une deuxième partie qui sera plus de se projeter dans l'avenir, et notamment dans le cadre de ces municipales. En fait, justement ce que je disais tout à l'heure, quelle est la place finalement de l'économie, de l'entreprise dans une ville, et pas n'importe quelle ville, la ville capitale de la France et une ville-monde, donc qui est Paris. Et pour ce débat, on a demandé à 2 dirigeants d'entreprise d'animer. Donc je vais vous demander de monter sur scène. Donc d'abord Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier. Merci Astrid. Et Bernard Michel, donc président de Vie Paris, qui nous accueille ce soir. N'est-ce pas Bernard? Merci. Et alors, Bernard est également élu à la Chambre de commerce Île-de-France et également administrateur du MEDEF Paris. Ce n'est pas moindre, des moindres. Eh bien, je vais vous laisser la parole à tous les 2. Merci encore d'être tous là. Je vais vous donner le micro. Alors, Haro sur le bureau, c'était peut-être un titre accrocheur pour voir s'il allait y avoir des gens debout. Quand il y a des gens debout, c'est que la conférence est intéressante. Donc, bravo pour le choix de ce titre. Alors, il faut que je m'y retrouve dans mes petits papiers. Parce que... Voilà, ça y est. Donc, merci d'avoir accepté cette proposition. Vous êtes très représentatif de ce qui anime la ville de Paris et donc qui a également travaillé. Vous avez tous travaillé sur ce PLU. Le PLU va imposer des très fortes contraintes sur le bureau, plus largement sur l'ensemble de l'immobilier à Paris, avec un nouvel arsenal normatif qui va être mis en place. Le fameux pastillage dont on a beaucoup parlé, dont Groupama Immobilier a beaucoup parlé, parce que quand même, j'ai envie de le dire juste au cas où vous ne le sauriez pas, on en a 6. La mixité fonctionnelle, l'urbascore, le renforcement de la mixité sociale. Ces mesures très ambitieuses, est-ce qu'elles ne sont pas un peu contracycliques dans un moment où on est dans une crise? Alors, souvent, moi, les crises, j'aime bien les comparer avec des crues, parce que comme on est assureur, les crues, ça parle plus. Donc, il y a les crues toutes les années, avec les ruisseaux qui débordent. Il y a les crues tous les 10 ans, avec un peu de sinistre quand même. Puis, il y a les crues tous les 100 ans, celle où on sort des bateaux dans Paris. Moi, je pense que celle-là, c'est une 100 ans.
qu'elle est très importante parce que c'est une fracture de la façon dont on utilise l'immobilier profondément. Et donc, on est sur une crise qui est très, très importante. Donc, c'est une crise qui est dans l'immobilier, dans la construction, dans le logement, dans les emplois qui vont avec. Voilà, je voudrais savoir quelles réponses ou quelles corrections peuvent être apportées par vous-même et par les acteurs du public sur cette thématique du moment de crise que nous traversons. Vous battez pas. Hein, Allez, moi je veux bien. Non, je veux bien, surtout que Emmanuel. Je suis plus de l'exécutif parisien. J'ai fait le PLU et puis après je suis parti. Ça on sait. Non, d'abord, Arros sur le bureau, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas sérieux de dire ça. Et comme on est dans un cadre un peu libre ici d'expression, je le dis. Beaucoup de fantasmes sur le pastillage de bureaux, y compris un article que j'ai lu avec attention dans lequel vous disiez qu'il y avait 100 000 emplois menacés par le pastillage. Ça voudrait dire qu'on a vraiment beaucoup d'argent à dépenser dans le pastillage. Alors vous savez que ça n'existe pas. Il n'y a aucun emploi menacé par le pastillage. Aucun. D'abord parce que ça se fait dans des situations négociées. Enfin, Jacques Baudrier pourra le dire, parce que si on le fait, c'est seulement sur des opérations de logement, après une longue instruction technique. Je rappelle que le chiffre d'exercice moyen des prescriptions localisées sur un cycle de PLU en France, c'est autour de 3 à 4%. 3 à 4%. Et ça dépend de plein de choses. Et c'est un droit communal très ancien, qui n'a jamais posé de problème. Et là, il a créé beaucoup d'inquiétudes. Il a créé des inquiétudes par le nombre de prescriptions, hein, j'en conviens. Mais évidemment, on ne pourra pas toutes les activer. C'est aussi dans le champ des possibles qu'on augmente le nombre de leviers et de dossiers à instruire possibles. Sinon, on serait encore plus en échec. D'abord, un petit retour en arrière. Le bureau, c'est quoi? Le bureau, c'est 21 millions de mètres carrés à Paris. 21 millions de mètres carrés, ça représente 40% de la globalité du parc d'activité et c'est marginal par rapport à ce que représente le logement au global. D'accord ? Deuxième chiffre, pour ne pas vous abreuver de chiffres, mais ils sont éclairants quand même. Quand on fait le bilan du PLU précédent, 2006-2020, tous les chiffres sont dans une étude très bien faite de la Pure, parmi toutes les études très bien faites de la Pure, une étude d'avril 2022 de mémoire sur le parc immobilier d'activité professionnelle, dans lequel il y a une analyse très détaillée, commerce, bureau, etc. Le bilan de production nette de mètres carrés de bureaux à Paris entre 2006 et 2020, c'est 200 000 mètres carrés seulement. 200 000 mètres carrés. C'est tout. C'est tout. Et ça n'a pas empêché la valeur marchande du parc tertiaire sur la même période d'exploser de façon exponentielle. Alors vous me direz, il y a un lien logique à tout ça. Comme on contrôle un peu la masse des mètres carrés disponibles, eh bien, l'offre fait que la valeur des actifs ne se déprécie pas. Et je l'ai dit 1000 fois à un certain nombre d'interlocuteurs. Peut-être pour les nouveaux entrants, c'est plus compliqué, mais pour ceux qui sont propriétaires d'actifs tertiaires à Paris, il y a une garantie de valeur qui est très longue et très forte. Pourquoi on a fait ça? Et je limiterai mon propos introductif à ça. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si vous laissez le marché faire tout seul, et ce n'est pas notre métier de le laisser faire tout seul, on a des dérives majeures autour de monoactivités tertiaires. Et je rappelle que ça, ce n'est pas conséquent aux 30 Glorieuses. La grande masse de transformation des bureaux à Paris, notamment dans le Triangle d'Or, qui est à lui seul le plus grand quartier d'affaires quasiment d'Europe, bon, moins de France, 7 millions de mètres carrés, en partie sur l'arrondissement de Monsieur le maire qui est à côté de moi, 7 millions de mètres carrés, c'est 2 fois la Défense. 2 fois la Défense, qui est concentrée dans le 8e, une partie du 17e, une partie du 6e, quartier le Triangle d'Or. Si vous ne trouvez pas des mécanismes de reversion, eh bien, vous avez une dérive inéluctable. Et la plus grande partie de ces transformations de logements historiques, parce que c'est du bâti haussmannien pour la quasi-totalité du secteur, s'est opéré dans la première moitié du XXe siècle et pas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est un changement qui date depuis longtemps et qui a profondément bouleversé et les parcours résidentiels parisiens et le stock disponible de logements dans un certain nombre de ces quartiers. Sachant que l'arrondissement qui en compte le plus de mètres carrés de bureaux, c'est le 8e, pas les chiffres exacts, mais c'est 2,8 millions de mètres carrés. Ensuite, Paris-Centre, qui est à un peu plus de 2 millions de mètres carrés. Tu préciseras les chiffres. Mais ça va peut-être augmenter depuis, parce que moi, c'est les chiffres de 2020 hein, que j'ai en tête. Bref, nous pensons vraiment que la soutenabilité économique de Paris, à long terme, quand on parle à long terme, ce n'est pas 2026, 2032, c'est 2030, 2040, 2050, repose sur la capacité à avoir des quartiers dans lesquels il y a une mixité d'usage, une mixité de destination. Et on pense que c'est un intérêt partagé
des propriétaires d'actifs immobiliers résidentiels, d'immobilier tertiaire, etc. Et donc, on a prévu plusieurs choses. D'abord, c'est d'avoir une stratégie qui vise à empêcher ce mouvement un peu naturel d'hyperconcentration tertiaire dans des quartiers, ce qui pose d'immenses problèmes de logement. Je sais pas, il n'est pas là, mais Charles, le président du MEDEF Paris, me pardonnera de le critiquer un tout petit peu sur ce point. Je lui ai déjà dit de vive voix. Quand il avait fait un article en disant Haro sur le logement social, pour le coup, laissons le logement libre se développer parce que sinon c'est au détriment des salariés. 80% des déciles de la rémunération moyenne des salariés parisiens les excluent du parc locatif privé. C'est triste. Alors peut-être les entreprises peuvent augmenter spectaculairement les salaires pour permettre qu'ils se logent à Paris. Mais la réalité, c'est que le logement social est l'une des armes les plus puissantes pour les salariés faiblement rémunérés, pour les catégories C de la fonction publique. Et donc, c'est par ces leviers de la puissance publique qu'on peut arriver à avoir des quartiers mixtes. Donc, veiller à avoir un équilibre métropolitain de l'offre tertiaire. On ne va pas, entre guillemets, renforcer l'attractivité du triangle d'or qui connaît sa vacance structurelle la plus faible de l'histoire, et disons-le, au détriment de la Défense, au détriment de Saint-Denis, du secteur Saint-Denis-Pleyel et du Saint-Denis Stade de France. Deuxième chose, veiller à avoir des bassins de population et des bassins d'emploi qui ne soient pas totalement déconnectés au risque d'avoir des crises structurelles de mobilité à moyen long terme. Et troisième chose, si on veut protéger la vie de quartier et la réintroduire dans un certain nombre de quartiers qui ont connu des dérives monofonctionnelles, je pense en particulier certains quartiers, certaines rues du 8e arrondissement, dans lesquelles il y a 0 administré enregistré. 0. Il y a des rues à Paris où il y a 0 habitant, parce qu'elles sont intégralement captées par de l'activité tertiaire. Eh bien, nous allons utiliser plusieurs leviers. Le pastillage, on peut se le dire ici, Jacques, assez marginalement, compte tenu de la disponibilité financière. Deuxièmement, j'y crois beaucoup plus, la mixité fonctionnelle sur les grands biens de plus de 5000 m², sur lesquels on demandera de discuter l'introduction d'un minimum de logement, notamment prioritairement dans les quartiers très déficitaires de logement social, dans le bloc ou à proximité immédiate, parce que tout a été prévu pour avoir des cliquets, entre guillemets, qui donnent de l'agilité d'instruction. Mais ce n'est pas Haro sur le bureau, c'est vive la ville, et il faut des bureaux, il faut des emplois, il faut des commerces, il faut des services publics, et il faut du logement. Peut-être Valérie, vous souhaiteriez apporter un éclairage ? Oui, merci. Je vais être un petit peu plus nuancée, bien sûr, qu'Emmanuel Grégoire. Déjà, pour dire que le pastillage, c'est pas aussi anodin qu'on peut nous laisser croire. La dépréciation sur les biens qui ont été pastillés, elle est réelle, elle peut aller de 30 à 80%. D'ailleurs, dans l'enquête publique, il y avait un exemple qui est assez révélateur. Un immeuble dans le 12e arrondissement, d'ailleurs, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, qui, avant pastillage et après pastillage, a eu une évaluation et qui a baissé de 85%. Donc, ce n'est pas anodin. Et en plus, ce n'est pas simplement le grand capital qui est déprécié. Bon, ça va de 30 à 80% selon les expertises. En général, tous les acteurs qu'on a pu rencontrer pendant la période de l'enquête publique, et après, ils nous disaient qu'ils étaient très inquiets et qu'en effet, déjà dans leur bilan, ils dévalorisaient de 30, 50, voire 80% les actifs qui étaient pastillés. C'est le premier point, et c'est pas forcément le grand capital qui va trinquer, ce sont les petits épargnants, car je crois que c'est 4 millions d'épargnants à peu près qui sont dans des styles de produits de ce style-là. Donc ce n'est pas anodin. Pour revenir aussi, c'est assez cocasse quand j'entends que oui, la ville de Paris ne pourrait pas en effet activer le droit de délaissement si jamais les propriétaires décidaient en effet de se retirer et d'activer le droit de délaissement. Donc quand on connaît les finances de la ville de Paris, là aussi, finalement, un outil qui aurait dû être simplement utilisé à une échelle exceptionnelle a été quand même utilisé là dans une grande échelle que la ville de Paris ne pourrait même pas financer en cas d'application de droit de délaissement de tous les immeubles qui étaient pastillés. C'est le premier point. Et puis je suis en effet très inquiète, alors là sur le coup, sur la servitude fonctionnelle, parce que je n'y vois pas en effet de points positifs. Donc je le rappelle, c'est création de logements, notamment de logements sociaux, pour tous les immeubles de plus de 5000 m² tertiaires qui réaliseraient des restructurations. Déjà parce que dans les immeubles tertiaires, c'est très compliqué de faire une mixité fonctionnelle, de rajouter du logement dans des immeubles tertiaires existants en termes d'accessibilité, de sécurité, de règles d'incendie. C'est totalement réglementaire, très compliqué. Ça oblige à avoir, au cas où on le ferait, des modèles économiques, financiers
qui ne serait pas jouable et tenable. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Dans les immeubles qui sont concernés par la mixité fonctionnelle, il ne va rien se passer. Ça va geler en fait tous les projets. Parce que dès qu'il y aura une restructuration, une rénovation énergétique, finalement, ils vont être obligés d'incorporer du logement. Et donc, finalement, rien ne sera fait. Et j'anticipe parce qu'on va nous dire « Ah non, mais vous en faites pas, la rénovation thermique sera exemptée ». Mais en fait, il faut quand même savoir que dans la réalité, une modernisation et une rénovation thermique sont toujours intimement liées. Je ne connais pas de propriétaires qui, sur des images tertiaires, vont nous dire « Alors moi, je vais restructurer mon bien, mais je ne vais pas faire de la rénovation thermique ». Ou quelqu'un qui fait de la rénovation thermique va forcément profiter de la rénovation thermique pour réaliser un projet structurel, notamment pour se mettre en conformité aux nouveaux usages du travail. On sait très bien, le télétravail, le coworking, les espaces de travail ont changé et en effet, il est important que nos entreprises parisiennes puissent s'adapter aux nouveaux usages. Et là, elles ne pourront pas le faire, car si elles décident de le faire dans une surface de plus de 5000 m², elles seront obligées de créer du logement. C'est souvent techniquement pas possible, économiquement non plus. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va trinquer à double niveau. C'est le double effet qui se coule. Vous n'aurez pas de rénovation thermique, donc ce n'est pas une bonne chose pour l'environnement. Et d'un autre côté, vous n'aurez pas de biens qui vont se moderniser. Et ça, c'est pas bien pour répondre à la demande économique. C'est pas bon pour l'attractivité de Paris, parce qu'on aura finalement des biens obsolètes aussi en termes d'usage, pas simplement en termes environnementaux. Jacques, peut-être on va donner la parole à Jacques Baudrier, parce que quand on parle des finances de la ville de Paris, Jacques a toujours une réponse précise. Alors, sur l'immobilier de bureau, il faut quand même se rappeler que l'immobilier de bureau à Paris est totalement atypique à tout point de vue par rapport au marché de l'immobilier de bureau en France. On a le taux de vacances le plus faible de l'histoire. Dans le QCA, c'est quasi 0%, enfin 2% maximum. Ouais, 1,9 me dit Geoffroy, enfin extrêmement faible, même pas le taux de vacances frictionnel, et c'est le plus bas de l'histoire. Et les valeurs, le Parisien a montré une carte de l'Île-de-France, on voit bien que dans le QCA, on atteint maintenant en prime au-delà de 1 000 € le mètre carré à l'année. Alors qu'en banlieue où les bureaux sont vides, à 1 000 € ils sont pleins, là où c'est 100 € du mètre carré, c'est vide. Donc voilà, donc on est clairement l'attractivité, et y compris la valeur, les profits qui ont été réalisés par les propriétaires de bureaux depuis une vingtaine d'années sont immenses à Paris et totalement atypiques par rapport à la problématique de l'immobilier de bureau ailleurs, où il y a énormément de vacances, une dévalorisation, donc ça n'a rien à voir. Donc Haro sur le bureau, pas du tout, c'est l'endroit où il est le plus valorisé. Le sujet, c'est que Emmanuel disait le 8e arrondissement, à juste titre, je crois que c'est plus de 3 millions de mètres carrés. Mais c'est 3 millions de mètres carrés de bureaux, des rues où il n'y a plus d'habitants, et en plus, quand il y a des logements, il y a en même temps 40% des immeubles privés du 8e qui sont des logements privés qui ne sont même pas habités. Donc on est dans ce centre de Paris, dans le quartier central des affaires, avec des bureaux et des logements où il y a de plus en plus de résidences secondaires. Et à la fin, ça pose même des problèmes de sécurité. Et vous demanderez à Jeanne Dautzer, la maire du 8e arrondissement, qui chacun sait n'est pas de ma formation politique, mais c'est des vrais problèmes de vie pour les habitants de ces quartiers. Donc notre PLU, le but, c'est de remettre de la vie, et le logement social, comme un logement sur deux privé n'est pas habité, cette proportion ne cesse d'augmenter. Du logement social, du logement public, du logement intermédiaire dans ces quartiers, c'est faire revivre ces quartiers. Bon, mais vous avez combien, Jacques Baudrier, pour le droit de délaissement? Pour le droit de délaissement, combien j'ai? L'État, le Fonds national de l'aide à la pierre, c'est 400 millions d'euros par an d'aide de financement pour le logement social pour l'ensemble du pays. Le budget de la ville cette année, entre les comptes fonciers et logements et puis les subventions des acquisitions des bailleurs, les deux servent. Aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros. Donc, la ville de Paris a plus de moyens juste pour faire du logement social à Paris que l'État pour le logement social en France. Ça pose des petites questions sur l'absence de moyens de l'État au niveau français. Et ça, c'est dont la rénovation du parc existant? Non. Ça, c'est juste la production. Vous avez des sous en plus pour la rénovation. Non, ça, c'est juste pour la production. Et l'an prochain, on va l'annoncer au budget, mais ça sera plus que 500. Ça sera un chiffre supérieur sur lequel on a bien travaillé ensemble. J'ai dit pendant des années, mais... on a bien discuté. D'ailleurs, j'étais attentif dans le cadre du vote du PLU à ce que ce chiffre augmente. Ça faisait partie de l'accord. Voilà. Donc ce chiffre va augmenter, va être supérieur à 500 millions. Donc cette année, on aura produit 1700 logements via la production de logements social, via des acquisitions. C'est un chiffre historiquement haut cette année à Paris. Les années précédentes, c'est plutôt 500, 600, 700. Et l'an prochain, j'espère bien qu'on dépassera 2000. Donc 3 fois plus de logements produits grâce à des acquisitions
qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc on est vraiment rentré dans un cycle, et c'est l'esprit du PLU. Si on veut végétaliser la ville, et donc 1200 hectares, y compris dans ces secteurs monofonctionnels de bureaux, eh bien il faut aussi produire du logement dans l'existant. C'est pour ça qu'on aura des moyens de façon décuplée pour acquérir et transformer les immeubles, et tant mieux. Geoffroy Boulard. Alors, il y a beaucoup à dire. Valérie a bien résumé les choses. Emmanuel Grégoire essaie de minimiser l'impact pour les investisseurs du tertiaire sur le PLU qu'il a co-construit avec les Verts et les communistes dans le cadre d'un accord politique. Il faut dire les choses. On vient de l'entendre d'ailleurs. On entendra Fatoumata après. Mais je crois qu'une politique publique, elle est faite surtout pour que les investisseurs ils investissent, et surtout à Paris. On doit créer un climat propice à l'investissement. Et c'est pas ce que vous disent d'ailleurs les organisations d'investisseurs immobiliers, notamment des entrepreneurs qui engagent des fonds importants. Vous avez une vision où il faut préempter pour ne pas créer du logement. Parce que quand vous préemptez des immeubles qui sont déjà des immeubles d'habitation, cher Jacques. Donc c'est pas... Ils ne sont pas toujours vides, d'ailleurs. Moi, j'ai des exemples dans le 17e où vous préemptez des immeubles occupés à 98%. Et donc, vous ne créez pas du tout de logement social. Ça, c'est l'artifice de communication. Et personne n'est... Récemment, on est allé visiter ensemble des immeubles que vous avez préemptés. Les immeubles n'étaient pas vides. Les immeubles étaient déjà occupés. Vous avez simplement transformé et changé de population, ce qui est un objectif politique, et c'est ce qui nous oppose, évidemment. Et le sujet pour les entreprises, eh bien oui, il faut dire ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire du logement public. D'ailleurs, vous ne dites plus logement social, du logement public dans votre PLU à 40%. Vous avez une stratégie politique qui est simple. C'est pas pour servir... Non, c'est pas pour servir. C'est pas pour faire servir les salariés des entreprises qui sont dans le QCA, qui sont pas du tout. Vous allez préempter et vous ne proposez pas une diversité de logements. Non, votre logement, il est concentré uniquement sur les... Et c'est un choix politique que vous faites, totalement assumé depuis 20 ans à Paris. Mais il ne s'adresse pas à des salariés du 8e arrondissement, du 17e. Il s'adresse à d'autres populations. D'autres populations, non, mais pas des salariés du 8e, du 17e, du 16e. Et vous comprenez pas, mais c'est simple. Vous faites jamais de logement pour les familles. Vous faites jamais de logement pour les familles. Vous faites uniquement... Non. Vous faites des logements avec des... Non, il n'y a pas de chiffres, pas les chiffres, c'est la réalité. Demandez à un salarié du 8e s'il peut accéder au logement social dans le 8e arrondissement, mesdames, messieurs. Et... il n'y en a pas, mais il n'y en aura pas. Il ne sera pas accessible et abordable pour lui demain avec votre politique. Parce que vous allez... Mais non, on le vit dans le 17e depuis des années. Dans le 12e, c'est la même chose. Vous logez des salariés ou des populations qui ne travaillent pas dans l'arrondissement, qui ne travaillent pas forcément à Paris. Les gens qu'on a visités ensemble, non, ils ne travaillent pas dans le 8e arrondissement. Et résultat, les salariés du 8e, ils vont habiter à Asnières, monsieur. Ils quittent la capitale. Ils quittent la capitale parce que le logement social à la mode de l'équipe Hidalgo, qui est bien représentée ici, c'est pas fait pour les Parisiens. C'est pas fait pour les salariés parisiens. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez pas du tout de logement d'accession sociale à la propriété. Vous avez arrêté tous les programmes. Vous en faites 4000. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Vous avez fait... Non, mais il faut assumer sa politique. Il faut l'assumer. Il faut aller sur le terrain. C'est pas les chiffres. Vous pouvez parler des chiffres. La réalité, c'est que sur les immeubles qu'on a visités, Jacques, nous, ça nous fait pas sourire. Ça ne sert pas les populations. Non, pas du tout. J'ai 11 000 demandeurs de logement en attente. Ils ne sont jamais éligibles au dispositif quand vous faites de la préemption. Donc c'est une réalité. Alors vous massifiez et donc vous allez chercher des populations qui viennent d'autres départements, parfois, qui n'ont rien à voir. Mais c'est la politique régionale de l'habitat. Oui, incroyable. Non, on défend Paris. Vous êtes candidat, monsieur Grégoire, à la mairie de Paris. Si vous ne défendez pas les Parisiens, les entreprises, le lien emploi-logement, il est très important. Il est très important. Et ce qu'il faut, c'est trouver du logement à proximité des entreprises qui s'établissent. Non, parce que vous faites de la préemption, vous n'en faites pas. Vous avez une politique communiste. Vous attaquez la propriété privée. C'est bien. Non, mais il faut le dire. Au XXIe siècle, il faut dire les choses.
Moi, je suis libéral. D'où la décote de 80%. Non, mais c'est une réalité. Vous mettez une contrainte. Alors, monsieur Grégoire, là, vous la minimisez en disant mais non, pas du tout, le pastillage. Bien sûr que c'est un effet, Valérie l'a rappelé, sur les choix de non-investissement d'un certain nombre d'acteurs, et c'est déjà le cas depuis que le PLU, et même avant qu'il soit voté, il y a des décisions d'investissement lourdes qui ont été reportées sur d'autres grandes capitales européennes parce qu'il n'y avait pas la contrainte. Mais il n'y a pas de contrainte comme celle de la ville de Paris, avec une vision. La mixité fonctionnelle, elle n'est pas imposée dans d'autres capitales européennes comme Berlin, comme Londres. Deux exemples, monsieur Grégoire. Ça vous gêne, mais nous, on est opposés à cette vision. Exemple d'un investissement qui n'aurait pas été fait dans les 3 dernières années. Vous allez avoir des témoignages d'entrepreneurs qui sont ici représentés, qui investissent et qui engagent, ça a été rappelé tout à l'heure aussi, les fonds de petits retraités, de petits épargnants à travers les SCPI. Ça va avoir un effet. Vous allez avoir moins d'investissements dans Paris et des investisseurs immobiliers iront ailleurs. C'est un choix politique que vous faites au nom du logement accessible à tous. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Pourquoi vous attaquez là où vous êtes un communiste et ça a contaminé toute la majorité, je le regrette. C'est que vous voulez vous attaquer aux méchants, aux riches. Non, mais quand vous expliquez les prix, ils augmentent. Mais c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une attractivité à Paris. Donc vous dites qu'on fait baisser les prix, ils augmentent. Non, mais Jacques Baudriguet, peut-être avec le micro, on vous entendrait mieux. Aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens, avec 9 milliards de dettes, d'avoir la politique que vous avez. En tout cas, notre budget va augmenter et les prix vont cesser d'augmenter. C'est ce qui nous inquiète. Et donc, Paris moins attractif, alors que les prix sont historiquement, le taux de vacances est le plus bas de l'histoire, et les prix, Moi, je viens de découvrir que journaliste de débat politique, c'est une science. Fatoumata Koné, vous qui êtes le soleil de ce groupe, puisque vous avez une veste qui n'est pas foncée, est-ce que vous pouvez éclairer tout ce propos, essayer de faire une synthèse et surtout, comment est-ce qu'on va réussir à assumer la transition écologique avec toutes ces contraintes? Allez, je l'ai dit. Déjà, si je peux me permettre, je suis assez surprise d'entendre Geoffroy Boulard défendre le logement social, puisque systématiquement, quand on propose des projets de logements sociaux, ton groupe vote contre. Donc, du coup, c'est quand même, on est quand même dans une situation compliquée. Nous, on veut en créer. Je rappelle quand même que du logement social les arrondissements qui ont le taux de logement social le plus bas à Paris sont ceux de droite. Et donc, c'est quand même assez problématique de laisser croire que vous êtes pour le logement social, mais vous êtes contre la création. Bon, c'est simplement ça. Moi, ce que je voulais Ce n'est pas de la création, vous achetez des immeubles privés. C'est créer. Oui, créer. On transforme des logements. C'est de la livraison. C'est pas de la création, c'est de la création, c'est de la transformation. On transforme des logements privés en logements sociaux. 80% des Parisiennes et des Parisiens sont éligibles au logement social. Et je rappelle aussi que 60% des travailleurs à Paris vivent en dehors, travailleurs parisiens vivent en dehors de Paris. C'est toute la difficulté. Donc l'objectif, effectivement, à travers ce plan local d'urbanisme bioclimatique, c'est aussi de répondre à cette question de la tension du logement à Paris. Moi, ce que je voulais quand même répondre, parce que quand on parle, le thème haro sur le bureau, il est vrai, comme vous l'avez dit, ce thème m'a interpellée. Il m'a interpellée parce que je pense que on utilise ce terme quand on a une vision purement parisienne. Moi, je suis élue parisienne, je suis aussi élue métropolitaine. Et c'est en 2024, difficile de laisser croire que Paris va pouvoir résoudre toutes les problématiques. On parle de la problématique du logement, on parle de la problématique de l'emploi, on parle de l'attractivité, etc., etc. Et en fait, ce n'est plus possible de croire que tout peut se concentrer à Paris. Paris, c'est quand même concentre un tiers des emplois à l'échelle de la région. Jacques le disait tout à l'heure, on n'a pas de problème de vacances de bureau à Paris. Par contre, il suffit de traverser le périphérique et la vacance, elle augmente et elle a tendance à exploser. Enfin, on a tous entendu la situation de la Défense, mais on sait que dans le 93, à Montreuil, à Bagnolet, il y a énormément de bureaux, de mètres carrés de bureaux qui ont été construits et qui restent vides. Et ce n'est pas possible de laisser croire que oui, à Paris, c'est super, l'activité économique est fantastique, on a toutes les entreprises qui veulent s'installer à Paris et puis en fait, effectivement, ça s'est accéléré
accéléré depuis le Covid. Et puis nous, en tant que Parisiens, on pourrait s'en contenter. Non, c'est aussi ça en fait. Notre objectif, c'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage territorial. Déjà à Paris, Est, Ouest et Centre, puisque l'objectif, c'est quand même de rapprocher les emplois au logement. En moyenne, c'est plus d'1 heure de trajet pour les Parisiennes et les Parisiens pour aller travailler. Et ça, non, ce n'est pas normal. Et alors, le temps, il se rallonge largement quand on prend la problématique à l'échelle métropolitaine. Et ça, en fait, c'est aussi cet objectif. Alors ensuite, on parle aussi d'attractivité. Moi, j'ai envie de dire que l'attractivité, elle ne se voit pas uniquement sous le prisme de l'attractivité économique. Et quand vous parlez de transition écologique, c'est aussi notre objectif. Le PLU bioclimatique, c'est la ville de demain. Que voulons-nous pour Paris demain, pour Paris et sa métropole? Et pour moi, en tout cas en tant qu'écologiste, et je l'assume pleinement, je ne suis pas communiste, Monsieur Boulard, moi je suis écologiste, et mon objectif, c'est de faire en sorte que Paris reste une ville attractive. Et c'est quoi cette attractivité? C'est le bien vivre dans notre ville, c'est le bien vivre dans nos territoires, une ville plus verte, une ville plus respirable, une ville plus juste et plus inclusive pour toutes et tous. Et c'est toute la difficulté actuellement. En fait, on a une ville très dense, très polluée, très minérale et qui ne répond pas aux attentes des habitantes et des habitants qui ne parviennent même plus à rester habités dans notre ville. Et pas non plus aux utilisateurs de bureaux parfois sur ces thématiques-là. Je vais passer la parole à mon camarade Bernard Michel, avec qui vous allez pouvoir poursuivre ce débat. Je peux dire un truc sur quand même, quand je suis pas d'accord et quand je considère que c'est faux, juste pour l'histoire du pastillage. Ce n'est pas possible d'avoir une décote de 50 à 80% d'un bien tertiaire. Ou alors, moi, je vous le dis, je vous l'achète cash à 70% de décote. Pour une raison très simple, c'est que, et je dis pas que c'est, je ne dis pas que c'est, ouais, non, ben non, mais c'est ce à quoi j'allais venir. C'est ce à quoi j'allais venir. Quand on est, je dis pas que c'est une bonne nouvelle d'être pastillé, ce serait gonflé de ma part. Mais comprenez que c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Pourquoi? Notamment sur la valorisation financière. Soit on se met d'accord quand quelqu'un dit, moi je suis pas d'accord, j'exerce mon droit de délaissement. Soit on se met d'accord sur le prix. Soit c'est le juge de l'expropriation. C'est une juridiction spéciale qui est compétente. C'est le juge de l'expropriation. Et la jurisprudence, elle est constante. C'est une valorisation à la valeur vénale des biens. Le droit de propriété est très protégé. Il peut y avoir un débat. Il est clairement pas... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est que ça peut prendre beaucoup de temps, etc. L'insécurisation. L'autre sujet que je reconnais, parce que je l'ai regardé de très près, c'est l'insécurisation effectivement de fonds d'épargne placés en valeur immobilière, sur lequel les niveaux de rendement sont assez faibles, dans un contexte où il y a par ailleurs des volumes de décaissement sur ces produits-là, pas que pour des raisons de PLU bioclimatique, c'est valable dans bien d'autres endroits. Mais je sais la sensibilité de ce sujet-là, et auquel cas je redis ce qu'on a dit depuis des mois et des mois, aller voir la ville pour traiter ces sujets-là et exercer des droits de délaissement que la ville ne prendrait pas en charge. Il faut comprendre que la ville en achètera très peu. Et on en a pastillé beaucoup pour avoir un champ des possibles qui a été instruit administrativement sur copie papier, mais dans lequel on va regarder justement ce qu'on a dit sur la faisabilité technique, les caractéristiques bâtimentaires dans les données cadastrales qu'on a à notre disposition. Tout ça est très vague, donc il faut aller regarder sur place. Et dans la plupart des cas, quand vous mettrez en face les contraintes techniques, les contraintes financières, la ville dira « c'était une super idée ». Mais je ne vais pas pouvoir faire de logement aux grandes dames de Jacques. Mais je ne vais pas... Donc, on exercera peu. Et quand il y a des sujets, il faut aller voir la ville pour dénouer les dossiers. Mais je ne veux pas qu'on crée, entre guillemets, de la confusion et de la peur sur des sujets qui n'existent pas. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais non, ce n'est pas non plus une catastrophe. Merci de cette précision. Mais je vais vous proposer de changer un peu de débat, mais toujours sur le thème de l'urbanisme et du développement économique. Au fond, on voit bien que Paris est une ville-monde, une grande métropole qui se transforme, qui essaie de répondre à des objectifs qui sont des défis, qui sont la transition énergétique et climatique, la question du mieux vivre ensemble, la question du logement, etc., la diversité. Bon, ces objectifs-là, on les comprend, bien entendu. Maintenant, Paris est également une ville en compétition. C'est une place économique et financière. Elle est en compétition avec d'autres capitales mondiales. Et au fond, on ne peut pas reléguer l'activité économique au second plan.
la ville doit changer, mais elle doit aussi continuer à attirer les talents, continuer à attirer les activités économiques, continuer à attirer les investisseurs. Et donc, la première, je vais vous faire 3 questions en une. Donc, la première, c'est quels sont les leviers d'une maire ou d'un maire pour développer encore l'attractivité économique de la ville de Paris, au-delà des objectifs qui ont été cités. Et puis, mais je parle de toutes les activités, pas que le commerce, l'artisanat, les activités de service, les activités, je ne parle pas du tourisme d'affaires, puisque ça fonctionne plutôt bien, mais toutes ces activités qui se développent au niveau mondial et pour lesquelles nous sommes en concurrence. Puis le deuxième aspect de ma question, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par Fatoumata Koné, c'est il ne faut peut-être pas avoir une vision auto-centrée de l'avenir de Paris. C'est une vision au niveau de la métropole, voire de la région qu'il faudrait avoir, avec un élément extrêmement nouveau, un investissement considérable, qui est la construction du Grand Paris Express. Et au fond, l'avenir de ce qui se passe à Paris, ça passe aussi par une stratégie plus globale, plus métropolitaine, et avec une notion qu'on appelle de polycentrisme. C'est-à-dire, il y a bien sûr la diversification fonctionnelle, mixité sociale par quartier, par arrondissement, mais il y a aussi peut-être l'idée d'avoir une métropole polycentrique avec des systèmes de transport qui permettent de relier ces pôles entre eux. Et au fond, est-ce qu'au-delà du rééquilibrage, la vieille histoire de rééquilibrer le centre de Paris et l'ouest avec l'est, est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage plus global, plus intéressant à faire? Et est-ce qu'au fond, tout ça est coordonné? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un grand projet d'urbanisme global pour le Grand Paris? Et puis je termine sur le troisième aspect, c'est qu'on a eu des événements extraordinaires ces derniers temps, comme les Jeux Olympiques, qui ont montré qu'on était capable de se fédérer, d'accélérer, de simplifier pour faire des événements considérables, mais aussi pour stimuler la croissance. Et au fond, comment faire pour que parmi les priorités de ceux qui dirigent Paris, il y ait aussi quelque part un marqueur développement économique en plus, de manière que quand on réfléchit aux futurs projets, on arrive à développer en même temps qu'on diversifie et qu'on répond à la transition, au risque de transition climatique. Et je voulais conclure, pour que vous compreniez le titre qui avait été utilisé là. Avant le maire de Paris, nous avions bien un prévôt des marchands. Comment organiser finalement l'avenir de Paris aussi au niveau de son développement économique? Je voudrais vous apporter des éléments de réponse sur l'attractivité. On voit bien financièrement, l'activité économique, son attractivité, le prix atteint des sommets. Donc Paris est déjà, en Europe, une ville ultra attractive et de plus en plus. Je pense que la qualité de vie, la végétalisation de la ville, les services publics qu'on apporte avec ce plan local d'urbanisme, avec nos investissements, Paris s'est jamais autant végétalisé que depuis cette mandature. On va planter 1000 arbres dans les rues cet hiver. D'habitude, dans les mandatures présentes, on plantait entre 100 et 200. Donc, en termes d'attractivité de la ville, je pense que tout le travail sur la végétalisation de la ville, la rénovation du bâti, on est très en avance sur la rénovation du bâti, ça participe de l'attractivité de Paris de façon très importante. Et je pense que le principal problème aussi des entreprises, y compris du MEDEF, c'est l'embauche et le fait que notre politique pour le logement social, pour le logement public, ça participe de l'attractivité pour que vos entreprises puissent embaucher. C'est pas seulement d'avoir des bureaux, c'est bien, mais pouvoir embaucher les salariés qui sont logés, c'est aussi essentiel. Et je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont ce problème massif. Et ce que je veux vous dire, c'est que la vacance et l'aspect Paris, ville résidence secondaire, on a aujourd'hui 26% des logements privés à Paris qui ne sont pas habités comme résidence principale. Cette proportion augmente de 1% par an. Le marché locatif privé perd 8000 logements par an à Paris. Donc nous, on se bat et on rachète des immeubles qui sont avec le plus de logements vides et de résidences secondaires possibles, des immeubles le plus en DPE F et G qui risquent d'être vidés rapidement, justement pour maintenir le maximum de logements qui soient logés avec des gens dedans. Et moi, je me bats pour faire évoluer la fiscalité sur les logements vacants et secondaires pour qu'on arrête de perdre des logements à Paris. Les gens ne fuient pas Paris, c'est que comme il y a moins en moins de logements qui ne sont de résidence principale, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus venir à Paris. Et c'est un problème majeur. Et on se bat contre ça avec nos moyens et aussi au Parlement. Et enfin, pour vous parler sur l'aménagement régional, moi, il se trouve que j'ai été directeur de l'aménagement d'un département d'Île-de-France. Donc, je sais un peu comment ça se passe et comment surtout ça ne se passe pas et ça se passe de moins en moins bien. À Paris, vous avez une politique d'urbanisme
global, vous avez une entité administrative qui a des moyens, qui se donne les moyens d'aménager la ville, et tant mieux, et nous y participons. Je vois qu'en tout cas, ailleurs, ces entités administratives à l'échelle de Paris existent plus ou moins, souvent moins, et les moyens financiers, les moyens de l'aménagement sont en chute libre. Il y avait un contrat de plan dans les années 2000 avec des moyens pour l'aménagement, il y avait des budgets aménagement de la région. Ce volet du contrat de plan, il n'a pas baissé. Cet article contre plan, aménagement, il a été enlevé. Il y en a zéro. Il n'y a plus de moyens d'aménagement, et les acteurs, les départements qui soutenaient un peu l'aménagement par le passé, en gros, du fait des contraintes financières, sont en train de réduire leur intervention à quasi zéro. Donc il y a un recul majeur. C'est pas qu'on n'avance pas. En gros, on a fait le Grand Paris Express. On disait, le SDRIF de 2007, il faut faire un investissement majeur pour les transports, un investissement majeur pour l'aménagement. On a fait le Grand Paris Express, on a avancé énormément, ça m'est arrivé d'y travailler, mais on a reculé violemment sur l'aménagement. Alors la métropole essaye avec ses moyens, mais qui sont extrêmement limités en termes de financement, de porter des projets métropolitains d'aménagement. On est plusieurs, Geoffroy à mes côtés, on participe à l'exécutif métropolitain. Il y a une dynamique, mais clairement, elle a des moyens qui sont ridicules en regard des enjeux. Donc il y a vraiment là-dessus, on n'a pas avancé, on a énormément de reculé depuis 15 ans, c'est catastrophique. Et donc pour avoir une politique d'aménagement, il faut des moyens. On a réussi à se l'aider. On a multiplié par 30 les investissements dans les nouvelles infrastructures de transport en commun en 20 ans. On est passé de 200 millions par an à cette année 6 milliards par an pour les transports publics, fois 30. Mais par contre, pour l'aménagement, en dehors de Paris, de quelques territoires qui ont les moyens, on a divisé presque d'autant. On a reculé énormément. Et c'est cette dynamique qu'il faut inverser. Autrement, on n'y arrivera pas. Et il y a bien besoin d'une vision globale pour arriver, y compris à faire vivre l'avenir de Paris. La différence par rapport à ce que vous dites, pour ce qui me concerne en tout cas, c'est que effectivement, on est tous pour que les logements soient occupés à Paris, qu'on développe du logement intermédiaire, du logement social, etc. Mais en même temps, il ne faut pas mettre des règles qui finissent par dissuader les investisseurs d'investir dans le logement locatif. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver la bonne dose qui fait que Paris s'améliore, devient plus attractive, mais quand même que les investisseurs continuent à investir, notamment dans l'immobilier. Peut-être Valérie Mentondon. Oui, je voulais rebondir. Vous avez dit le mot, j'allais dire un peu tabou à la mairie de Paris, c'est le logement intermédiaire. Je m'inscris dans ce qu'a dit Geoffroy Boulard tout à l'heure. Et c'est vrai que le grand parent pauvre de la politique du logement à Paris, c'est le logement intermédiaire. Il représente vraiment, je crois, il y a 22 000 logements à peu près sur l'ensemble. Il y a 270 000 logements sociaux. Et en fait, ce logement intermédiaire, il correspond vraiment aux salariés dont on était en train de parler tout à l'heure, aux jeunes actifs qui sont souvent trop pauvres pour pouvoir se loger dans le secteur privé, mais qui sont trop riches pour pouvoir bénéficier des logements sociaux. Et c'est toute cette tranche d'une classe moyenne un peu sup. Alors, elle est un peu sup au niveau national, mais souvent, je dis, elle est juste classe moyenne au niveau Paris, vu la cherté du logement et la cherté de la vie tout court. Et cette partie de la population, elle est en effet exclue. C'est celle qui souvent travaille à Paris, en effet, et habite en banlieue. Et le logement intermédiaire correspond exactement à ces individus-là et il n'est pas du tout développé. Il y a très peu de programmes de logement intermédiaire. C'est toujours du SRU, PLAI, PLUS et PLS. Et même avant, on avait à Paris du logement dit logement libre des bailleurs sociaux. Et depuis 20 ans maintenant, vous avez dans la livraison, et c'est pour ça que j'insiste sur les mots, c'est de la livraison de logements sociaux, c'est pas de la création. La création, c'est quand on crée une nouvelle unité. Or, la ville, qu'est-ce qu'elle utilise comme levier? La préemption, c'est-à-dire qu'elle achète du logement privé qu'elle transforme en logement social, ou alors le conventionnement, c'est-à-dire qu'elle transforme les logements libres du parc de sociaux pour transformer en logements encore SRU. Donc ce parc libre, il a tendance à diminuer. D'ailleurs, sur l'ensemble des livraisons sur 20 ans, c'était 38% des livraisons de logements sociaux venaient du conventionnement. C'est une simple passation d'écriture. C'est un logement libre du parc qui devient un logement dit SRU. Et au milieu, ce logement intermédiaire, en effet, il devient de plus en plus réduit et il n'y a pas de programme dans les nouvelles livraisons. Et c'est ce qui fait le plus défaut, je pense. Ensuite, alors, on est tous élus métropolitains, sauf erreur de ma part. Donc oui, on aspire en effet à ce qu'il y ait, notamment la partie du logement, comme vous le dites, du transport, qui soit en effet pris à bras-le-corps au niveau métropolitain, qui me semble être la bonne échelle. Mais là encore, faut-il que les décisions de la ville de Paris soient ouvertes aux riverains, enfin aux communes riveraines. Je prendrai l'exemple peut-être que du périphérique, qui concerne encore plus les franciliens que les parisiens. On a vu tout le cheminement
changement qu'il y a eu, où au départ c'est quand même parti d'une décision purement parisienne, qui maintenant, grâce au JO, est en train un peu de concerter ce qui se passe autour de Paris. Mais voilà, je voulais prendre cet exemple-là parce qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté politique pour que les dossiers soient pris en amont. Moi, je ne comprends pas non plus pourquoi vous opposez la qualité de vie, le cadre de vie. On aspire tous, et on y travaille tous, je pense. Geoffroy Boulard, qui est maire du 17e, il travaille tous les jours à ce qu'il y ait une amélioration du cadre de vie, de l'espace, de l'aménagement, de la végétalisation. On en est d'accord, mais ça ne s'oppose pas à la vitalité économique. Et à un moment donné, je crois qu'il faut être connecté dans le sens où, oui, s'il y a une très faible vacance du bureau dans le quartier d'affaires, c'est parce qu'il y a une forte demande. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde ouvert. Si les entreprises veulent rester dans cet endroit-là, c'est parce qu'il y a la demande. C'est aussi une façon d'attirer et de retenir les talents. Et si on abîme le quartier d'affaires, il ne faut pas penser que ça va forcément se propager ailleurs dans Paris ou ailleurs en banlieue. Ça peut aussi tout simplement partir à l'international. Merci de votre intervention. Le logement intermédiaire et son financement est un véritable sujet. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus de manière à le développer le plus possible. Peut-être Fatoumata Koné, je vous prends dans l'ordre de la table. Je vais réagir à ce que tu viens de dire, Valérie, mais en fait, oui, en fait, je vais simplement dans le sens de Jacques. Enfin, je rappelle quand même, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'est pas inquiet, et il n'y a pas de quoi être inquiet sur l'attractivité économique de Paris. Non, je ne les oppose pas, justement. Mais en fait, pour répondre à cette question, c'est la vraie question à Paris, c'est le logement. Les gens ne trouvent pas à se loger à Paris. Et c'est ça la question. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de vacances de bureau. La difficulté, je rappelle encore, 60% des Parisiens qui travaillent à Paris ne vivent pas à Paris. Et donc, oui, l'échelle, c'est la métropole. L'échelle, c'est l'échelle métropolitaine. Et puis, en fait, la réponse que tu fais sur la question du périphérique, alors, oui, c'est un choix qui a été fait par la maire de Paris, mais en fait, les maires des villes limitrophes ne l'ont pas contredit non plus. Il y a une question... En fait, l'objectif pour nous, c'est améliorer les conditions de vie sur notre territoire, et on intègre en fait cette question d'attractivité économique. En fait, tout ça, ça fait sens, mais en fait, on pourra continuer à bien travailler à Paris quand on pourra aussi se loger convenablement à Paris, et en fait, la transformation du territoire, elle va aussi dans ce sens. La difficulté, c'est aussi cette question foncière. Enfin, je le disais, en fait, on est quand même sur un territoire hyper dense, on n'a plus de foncier pour pouvoir construire à Paris. C'est aussi notre objectif. On a un objectif et il va pouvoir l'accélérer. Le PLU bioclimatique va pouvoir l'accélérer. On va pouvoir transformer un certain nombre de bureaux vacants, et on en a peu, en logement. Ça va aussi nous permettre de répondre effectivement à cette question de travailleurs parisiens qui ne parviennent pas à se loger à Paris. Mais moi, en tant que Parisienne, si une entreprise décide d'aller s'installer au-delà du périphérique, que ce soit dans le 93, dans les autres départements, en fait, je m'en réjouis, j'ai cette vision globale, parce que tout, encore une fois, ne peut pas se passer à Paris. Notre objectif maintenant, c'est plutôt de verdir la ville, de la rafraîchir et de répondre aux enjeux de l'accélération des effets du dérèglement climatique. On parle beaucoup, il y a une actualité qui est importante, on en a beaucoup parlé, c'est ce qui s'est passé à Valence. Il ne faut pas croire qu'à Paris, on est épargné. Et je rappelle que pour pouvoir reconstruire Valence, ça va être une année de PIB espagnol. Et c'est ça, en fait. À travers tous les aménagements qu'on fait, tout ce qu'on est en train de mettre en place à Paris, en fait, ça nous permet d'économiser sur l'avenir. Et je n'oppose en aucun cas l'attractivité économique avec le reste de l'attractivité de notre ville. On y répond déjà. Et en fait, on va continuer à pouvoir se projeter dans notre ville grâce à tous les aménagements et tout ce qu'on est en train déjà de mettre en place. Merci beaucoup. Attractivité économique et question et la diversification et la transition énergétique, climatique, le bien-être, tout ça, ça va ensemble. Il faut traiter les deux pour faire qu'il y ait à la fois de l'emploi, des logements et du transport, et plutôt à un niveau métropolitain. Je passe la parole à Emmanuel Grégoire. Oui, d'abord, le fait métropolitain, il s'installe. Je crois qu'ici, vous avez des gens qui sont convaincus, pas exactement avec les mêmes axes dans le détail, mais au moins, il y a une conscience métropolitaine et la conscience que Paris ne peut pas penser son développement et son attractivité indépendamment
des relais. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? La défense est vraiment pas bien. Saint-Denis, qui marchait bien, va beaucoup moins bien. Tout l'axe de RER A, qui allait jusqu'à Marne-la-Vallée, sur lequel il y avait des développements tertiaires, notamment des administrations, est en train de se casser la gueule. Et tout ça, et nous, on l'observe à Paris aussi un peu sur la faiblesse d'attractivité des zones de bureaux aux portes. On a dit Paris, c'est attractif, mais c'est pas vrai, pas partout. On a aussi des vacances qui nous inquiètent, des retards de programme, notamment sur les aménagements de ZAC. L'attractivité d'un territoire, ça dépend de plein de choses, mais principalement de deux. La capacité à attirer les talents et deuxièmement, la capacité à attirer les grands investissements internationaux, pour être très clair. La capacité à attirer les talents, là aussi on pourra en parler des heures, mais au moins une chose, quand je discute avec tous les grands opérateurs qui sont venus s'installer, je les ai suivis comme adjoint à l'urbanisme sur les 5 dernières années, qui sont revenus à Paris. Ils nous ont dit quoi ? Ils nous ont dit, avec la crise Covid, on a réussi à optimiser un peu les mètres carrés utiles. Donc en gros, on a diminué 30 à 40% les besoins en mètres carrés utiles. Donc on dégage un peu de monnaie sur cette économie-là. Et deuxièmement, on règle le problème de l'attractivité des talents en revenant. Ils nous disent, et pardon de simplifier comme ça, mais c'est plus facile d'attirer les talents des hyper diplômés dans le 9e arrondissement où il y a 14 bars au mètre carré, et des cinémas, et des théâtres, et des métros toute la nuit, ou quasiment toute la nuit, qu'à Saint-Denis ou à La Défense. Et d'ailleurs, moi j'en parle souvent avec Sifredi, j'en parle souvent avec Mathieu Hanotin, ils le savent, et eux-mêmes ont engagé des grands plans de transformation pour faire en sorte de mettre de la vie locale et, entre guillemets, des aménités de proximité pour pouvoir maintenir l'attractivité du pôle tertiaire. Quant aux grands investissements, pardon de rappeler que ça ne dépend pas du maire de Paris seul. Pas du tout, pas du président Ollier, ça dépend de l'Assemblée nationale, de la compétitivité fiscale, il y a plein de sujets, de la stabilité. En revanche, ce qu'on sait, c'est que dans les grands classements, qui ces dernières années étaient très bons pour la France en matière d'attractivité des grands investissements. D'abord, il y a eu l'affaire du Brexit qui nous a beaucoup bénéficié parce qu'il y a eu des choix de réallocation sur lesquels on n'a pas été très nombreux à se battre parce qu'on n'était pas beaucoup de villes en Europe à être capables d'attirer ces écosystèmes-là. Qu'est-ce qui ressort en premier ? La densité, la distribution en transport en commun, notre système scolaire, au passage. Franchement, il est hyper compétitif. Quand les gars ils voient qu'ils économisent juste 15 000 $ par an de scolarité, etc. Même quand ils vont dans le privé, même dans les plus chers des privés, ils nous parlent de la vie, évidemment, de Paris, la vie parisienne, quoi. Ils nous parlent des cafés, des restos, de la culture, etc. Bref, ce que nous, la collectivité, nous finançons. Pas nous-mêmes, avec vos impôts, avec les nôtres. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, tout ce qu'on fait, ce que disait Jacques en matière de végétalisation, de soutien aux politiques culturelles, de soutien aux services publics, de soutien aux acteurs privés, publics, de la culture, du sport, etc., c'est un écosystème extrêmement attractif sur la qualité de vie. Et quand on soutient les commerces, quand on oblige mais des opérateurs tertiaires à mettre des commerces en bas de chez eux, à avoir des cellules commerciales, à dire ce serait bien de mettre un peu de logement, etc. Ce que je veux dire, c'est que le PLU, il impose des contraintes nouvelles, c'est une évidence, qui nous paraissent totalement soutenables au regard de la dynamique économique globale, mais je pense qu'ils sont au service de l'attractivité économique long terme de notre territoire. Et dans 100 ans, j'espère que vous nous remercierez. Qu'on dira, qu'est-ce qu'ils ont bien fait à l'époque de sauver le modèle parisien ? Parce que c'est une alchimie à équilibre précaire, dont le monde entier, et je dis ça sans forfanterie, dont le monde entier essaye de s'inspirer pour corriger des trajectoires urbaines qui ont été très différentes au cours des 50-60 dernières années, alors avec les trucs très différents de type modèle américain, etc., mais au moins les modèles européens. Mais les villes américaines, elles essayent de faire ça, de redynamiser, de remettre des habitants dans les downtowns, parce que c'est l'enfer les downtowns américains, et ça ne les empêche pas d'être dynamiques, etc. Donc il n'y a pas un modèle unique. Mais voilà, on protège la vie parisienne, on est les modestes passeurs de cette grande histoire, et on l'espère de ce prestigieux avenir pour notre territoire, dans lequel nous pensons que l'intérêt des entreprises, il est très important, mais qu'il n'est pas le premier qui doit nous guider. Voilà. Merci de nous avoir fait partager votre belle vision de la capitale des Gaules et de cette capitale mondiale aussi en même temps. Il est clair que l'attractivité de Paris, son attractivité économique, ça passe aussi par toute une série de mesures qui dépassent les compétences et les pouvoirs de la ville de Paris. Je parle notamment des questions fiscales, de la question de Paris, place financière ou pas, des choses effectivement sur lesquelles il faut travailler parallèlement pour le service du pays et de Paris et de sa région. On va terminer par Geoffroy Boulard. Oui, écoutez, je vais faire court puisqu'on est en train de dépasser l'horaire, mais si sur cette deuxième partie de débat, on a pu évidemment percevoir
déjà une unité sur la vision et notamment sur le périmètre métropolitain, à l'évidence sur un certain nombre de politiques. On ne peut plus gérer, on est bien d'accord, le logement exclusivement intramuros. On a des sujets d'attractivité économique. C'est valable dans Paris. Il faut une vision polycentrique aussi à l'échelle métropolitaine. Il faut pouvoir aussi développer de l'activité économique ailleurs, bien sûr, mais ça se partage au niveau métropolitain. Et aujourd'hui, on a un problème de compétences. On a un problème de superposition aussi de strates qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la région Île-de-France, vous avez la métropole qui a peu de pouvoir, sauf celui d'aménager, mais avec peu de moyens, comme tu l'as rappelé, Jacques. Même si, inventons la métropole du Grand Paris, qui s'est inspiré d'ailleurs de réinventer Paris, parce qu'il faut être capable aussi de dire qu'il y a eu des impulsions qui ont permis aux acteurs privés de se mobiliser pour requalifier. Ça va moins vous plaire, les écologistes, que vous avez attaqué tous les projets qui ont été lancés. Mais là-dessus, parfois, on a bien travaillé, je le dis avec Emmanuel Grégoire, sur un certain nombre de sujets dans le 17e d'aménagement pour faire venir l'investissement privé en lien avec la mairie. Donc il y a des modèles qui peuvent fonctionner. Et Inventons la métropole du Grand Paris a lancé quand même une centaine de projets avec les maires qui souhaitaient requalifier, transformer leur ville et y créer des conditions d'une attractivité renouvelée. Donc oui, à l'évidence, l'échelle métropolitaine et la bonne échelle, il y a un sujet simplement de compétences, de simplification aussi sans doute, d'argent que tu le dis, mais on peut mobiliser aussi, plutôt que de faire les poches des entreprises, on peut les engager, c'est ce qui nous oppose, dans une dynamique vertueuse où on les embarque. Le logement de leurs salariés, les entreprises, elles sont engagées là-dessus. Et il faut que la ville donne une place aussi à l'investissement des entreprises, sur le logement de leurs salariés. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui est fait à notre goût assez pour permettre aussi de lutter contre cette décroissance de la population à Paris. 120 000 habitants, l'équivalent du centre de Paris qui a été vidé en 10 ans. Alors personne ne peut aujourd'hui se dire que c'est un formidable bilan, sauf à dire que ça va devenir une ville exclusivement pour les personnes qui ont les moyens, les très aisés et les très aidés. On a une vision un peu plus équilibrée et c'est ce qui nous oppose, c'est retrouver de l'équilibre dans la ville. Merci de ce débat tout à fait passionnant. Je repasse la parole. Écoutez, merci infiniment donc à nos 5 élus de s'être prêtés au jeu de questions-réponses sur ce titre effectivement peut-être un peu provocateur sur Haro sur le bureau. Donc en fait, au MEDEF, on n'a pas prétention à être le premier sujet de préoccupation des élus de la ville de Paris, mais en tout cas pas le dernier non plus pour les entreprises que nous représentons. Et puis je voudrais vous donner rendez-vous en 2026 parce qu'on va continuer, j'espère, ces débats avec vous et d'autres élus, donc notamment dans le cadre important des municipales. Et merci aussi à nos 2 chefs d'entreprise qui ont animé cette soirée. Merci beaucoup.